Et nous accueillons nos débatteurs de la deuxième heure. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Merci d'être là, 24 décembre, pour m'accompagner. Je vous libère dans une heure, c'est promis. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Comment ça va ? Mais ça va très bien. Bon, nous sommes aussi avec Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'Université Paris Panthéon-Assas, constitutionnaliste. Bonsoir plutôt Benjamin Morel. Bonsoir. Alors j'imagine que vous avez observé comme tout le monde les derniers soubresauts, toute la journée, les critiques de l'opposition, Rassemblement National, Parti Socialiste en tête. Quelle est votre première vision de ce gouvernement ? Certains parient qui ne passera pas l'hiver. Quelle est votre opinion, Benjamin Morel ? Eh bien que ça va en effet être très très compliqué, c'est-à-dire que on a un gouvernement qui aujourd'hui tient grâce au Rassemblement National, c'est-à-dire que la gauche semble avoir fermé la porte à une quelconque, sans même parler d'alliance, mais un accord de non-censure, et les socialistes aujourd'hui, au vu de la configuration du gouvernement, sont sous pression pour voter cette censure. Donc ils vont probablement rentrer au bercail du NFP sans qu'il n'y ait trop de suspense là-dessus. Donc reste le Rassemblement National qui peut ne pas censurer ce gouvernement. Le Rassemblement National n'est pas un allié de François Bayrou. Le Rassemblement National, c'est un opposant politique du gouvernement, et donc ce faisant, il ne censurera pas tant qu'il y aura intérêt. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment intérêt. Marine Le Pen a plutôt intérêt à montrer qu'elle est dans une stratégie de normalisation, etc. Elle a montré qu'elle pouvait censurer. Maintenant, elle doit montrer qu'elle est en capacité de ne pas le faire. Le problème, c'est que dans quelques mois, au moment notamment du budget, on risque d'avoir une pression parce que ce budget va probablement être un budget d'austérité assez sèche pour des raisons techniques sur lesquelles on pourrait revenir. Et ce type de budget n'est jamais populaire. Si une partie de l'électorat du RN pousse à nouveau à la censure, il sera compliqué au RN de laisser vivre. Benjamin Morel, j'ai l'impression que vous enterrez effectivement l'adhésion du Parti Socialiste. Néanmoins, il y a une autre petite musique qui monte. Juliette Méadel, ministre de la Ville, que j'entendais dire tout à l'heure, il faut couper les ponts avec LFI. Je sais qu'il y a d'autres socialistes, Hélène Geoffroy, etc., qui souhaiteraient en faire de même. Il y a quand même un congrès en janvier. Est-ce qu'on est certain que finalement les socialistes ne rentreront pas à la maison ? Juliette Méadel, elle a quitté le Parti Socialiste, comme, j'ai tenté d'y revenir, comme Manuel Valls il y a longtemps, et comme François Rebsamen. Ce ne sont pas vraiment des socialistes anciens socialistes qui peuvent ramener des troupes, si vous voulez, au sein du PS. Quant à l'opposition interne d'Olivier Faure, elle l'a conduit pour des raisons de congrès, en effet tendre la main. Mais quand vous passez d'un duo Retailleau-Migaud à un duo Retailleau-Darmanin, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur qui a fait passer la loi immigration, vous comprenez bien que pour les socialistes, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui va se passer au moment d'une potentielle motion de censure ? Eh bien, vous avez des insoumis qui vont imprimer des affiches et qui vont dire il y a un budget d'austérité, il y a Bruno Retailleau, il y a François Bayrou, c'est la faute à qui ? C'est la faute aux socialistes qui ne censurent pas. Donc la prochaine fois, choisissez la vraie gauche. Cette pression politique qui va s'exercer sur les députés socialistes à potentiellement, si on se projette sur février-mars, moment où on votera le budget, à 5 mois d'une potentielle dissolution, vous comprenez bien qu'elle est difficile à tenir. Ces électeurs-là, eh bien, ils risquent de leur échapper, et auquel cas, vous avez environ les 2 tiers du groupe qui est sur un siège éjectable. Donc ça peut paraître de la politique politicienne, et on peut peut-être juger ça, mais fondamentalement, si vous êtes un député socialiste et que vous pensez que l'avenir du pays demain, c'est le programme du Parti Socialiste et c'est le Parti Socialiste, eh bien, si jamais vous décidez de soutenir un tel budget, il y a des chances assez importantes que vous donniez les clés de la gauche demain à Jean-Luc Mélenchon et que vous fassiez disparaître votre parti du paysage, ce qui, évidemment, ne correspond pas à votre vision, à tort ou à raison, d'intérêt général. Surtout que le duo, effectivement, Retailleau-Darmanin, François Bayrou lui-même disait, voilà, c'est pas forcément maligne, mais je réponds à la demande des Français. Jean-Michel Salvatore, vous vouliez interpeller Benjamin Morel. Oui, moi j'avais une question au constitutionnaliste que vous êtes. Personne ne donne très cher du gouvernement de Bayrou. A priori, le Premier ministre a annoncé hier qu'il avait l'intention de présenter un budget à partir de la mi-février. S'il y a une motion de censure qui est votée, est-ce que vous pensez que le président de la République peut encore nommer un autre Premier ministre pour constituer un autre gouvernement, par exemple avec des soutiens à gauche, ou est-ce que vous pensez que là, le gouvernement Bayrou est le gouvernement de la dernière chance et qu'à partir du moment où il sera mis en minorité, on basculera dans quelque chose de beaucoup plus grave et notamment dans une demande de départ du président de la République?
Un peu les deux, hein. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait nommer ensuite un nouveau gouvernement. On peut imaginer une option gouvernement technique, notamment, qui permettrait de lever peut-être un certain nombre de vétos. On peut imaginer un gouvernement tendant plus vers la gauche, mais fondamentalement, les forces cohésives au sein du NFP vous permettent peut-être de détacher les socialistes, pas vraiment les communistes et les écologistes réellement. Donc ça implique quand même de compter avec les LR. Donc c'est pas tout à fait évident, mais on peut avoir une autre configuration. Est-ce que malgré tout, il y aurait une pression? Oui, ne serait-ce que parce que ça fait un mois qu'on m'interroge sur est-ce que si jamais Michel Barnier renversé et son budget n'est pas adopté, c'est le cataclysme? Est-ce qu'il y aura plus de carte vitale, plus de fonctionnaires? Est-ce que le pays s'effondrera? À chaque fois, je dis non, soyons à peu près rationnels. Il y a des solutions et là, on est sur les lois spéciales et on aurait même pu voter un budget avant le 31 décembre si on l'avait vraiment voulu. Mais en revanche, si on n'a pas de budget au mois de mars, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, on a un État qui ne peut plus investir, qui ne peut plus donner un certain nombre de subventions exceptionnelles aux collectivités, etc., ce qui se rejaillit sur l'investissement privé et donc des fermetures d'entreprises et on rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est un problème. De l'autre côté, il n'y a pas vraiment de solution à la crise politique qui soit structurelle. Donc on va avoir une pression sur la démission du chef de l'État. La question, c'est est-ce qu'elle-même réglerait quelque chose? En théorie, non. C'est-à-dire qu'en théorie, un nouveau chef d'État ne pourrait pas dissoudre avant le 8 juillet. Alors, éventuellement, on pourrait trouver des parades parce que aucun juge n'est compétent pour contrôler le décret de dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc un potentiel nouveau chef d'État pourrait dissoudre, même si c'est fondamentalement inconstitutionnel. Mais là, c'est vraiment inconstitutionnel. Quand on regarde le texte de la Ve République, il n'y a pas d'ambiguïté. Un président doit attendre 1 an avant de dissoudre, même si la précédente dissolution a été décidée par son prédécesseur. Alors, en règle générale, vous mettez 2 constitutionnalistes autour d'une table, ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais en revanche, là-dessus, ils le sont. C'est-à-dire que l'article 12, il est particulièrement limpide. Par contre, le Conseil d'État a dit, le décret de dissolution, ce qui rend effectif la dissolution, c'est pas mon problème. De même que le Conseil constitutionnel, et il l'a fait il y a encore 4 mois. Donc, ce faisant, il n'y a aucun juge pour annuler le décret. Donc, un président qui arrive et qui décide de dissoudre avant la date, c'est inconstitutionnel. Il y aura des manifs de constitutionnalistes rue Soufflot. Pour une fois, on sera unanime. Mais en revanche, il n'y a pas de juge pour l'interdire. Et donc, il peut y avoir une voix si vous venez d'être élu et qu'il y a une forte légitimité derrière vous. Mais ça impliquerait quoi quand même? Ça impliquerait qu'on serait un pays qui aurait piétiné sa constitution, qui n'aurait pas de budget et qui se retrouverait dans une crise politique avec potentiellement une dissolution. Donc, mais quand vous regardez la sociologie électorale, la tripolarisation de la vie politique aujourd'hui, c'est pas un accident. Elle est profondément ancrée. Et donc, cette tripolarisation, c'est que demain, une nouvelle dissolution ne mènerait pas forcément à une nouvelle majorité, ce qui serait quand même encore un peu plus embêtant. Benjamin Morel, est-ce que François Bayrou peut s'en sortir avec éventuellement l'introduction d'une dose de proportionnelle que demande depuis fort longtemps le RN? Alors la dose de proportionnelle, c'est une idée idiote. D'ailleurs, personne l'utilise à l'étranger. Soit on passe à la proportionnelle, soit on reste au scrutin majoritaire. Mais la dose de proportionnelle a des effets complètement contre. C'est pourtant ce qu'il y a sur la table, n'est-ce pas? Alors oui, mais au municipal, c'est quand même un peu le système, non? Ah, c'est pas du tout une dose de proportionnelle au municipal. Mais non. Ça rejoint d'ailleurs ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, en fait, on a fait des calculs, il y a 50 formes de proportionnel. Oui. Le scrutin le plus déraisonnablement non représentatif, il est proportionnel et il est français, c'est ce qu'on fait au municipal. À côté de ça, vous avez la proportionnelle à la néerlandaise, par exemple, où vous avez un seuil de représentation de 20%, et où là, c'est très très instable. Donc, si vous voulez, le problème de la proportionnelle, c'est qu'on en fait un débat idéologique, théologique. Il faudra être pour ou contre. En fait, ça dépend quelle proportionnelle. Et entre la proportionnelle prônée par le Rassemblement national, la proportionnelle prônée par les socialistes et la proportionnelle prônée par les Verts, c'est pas du tout la même chose. Et derrière, le problème, c'est que chaque parti politique peut avoir des intérêts fondamentalement divergents. Une forme de proportionnelle qui arrange le RN n'est pas la forme de proportionnelle qui arrange le Parti socialiste. Et donc, pour l'instant, François Bayrou est fondamentalement ambigu. Le jour où vous déposez réellement un projet de loi sur la proportionnelle, il n'est pas certain qu'il trouve tout à fait son public. Vincent Roy. Oui, Benjamin, bonsoir. Je vous ai trouvé un peu péremptoire, je trouve, sur la gauche, enfin sur le Parti socialiste, parce que la grande question qui va se poser à Olivier Faure dans le congrès auquel il va devoir faire face, c'est soit je reste dans le giron de LFI, soit je m'en écarte. Et là-dessus, les socialistes, me semble-t-il, sont plus divisés que vous nous le laissiez entendre. Je me trompe ? Ils l'étaient, alors ils le sont sur l'alliance avec la FI, mais en revanche, sur la potentialité de tendre la main au gouvernement actuel, c'est plus vraiment le cas, justement. C'est-à-dire que l'opposition interne à Olivier Faure, qui pouvait être tentée
de tendre la main à François Bayrou. Aujourd'hui, il ne le peut plus. Quand vous avez Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, de droite, qui dit que vous avez un gouvernement qui tient grâce à l'extrême droite, si vous êtes un social-démocrate, vous ne pouvez pas tout d'un coup tendre la main à ce gouvernement. C'est-à-dire que là, les forces qui vous écartent de ce gouvernement sont trop fortes pour des raisons politiques. Ensuite, il y a deux forces au sein du Parti socialiste aujourd'hui. Vous avez d'un côté le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire, lui, il est assez peu ambigu, tout bêtement, parce que pour des raisons de sociologie électorale, si jamais il n'y a pas d'alliance avec la FI, il y a les 2 tiers de ce groupe parlementaire qui tombent. La gauche fait 3 fois plus de députés en 2022 qu'en 2017, alors qu'elle fait moins de voix. Pourquoi ? Parce que l'union. Et ça, tous les parlementaires socialistes le savent. Par ailleurs, les meilleures circos, elles sont à LFI. Elles sont pas socialistes. Et donc, LFI peut se permettre, entre guillemets, de rompre l'alliance, pas les socialistes. Et ensuite, la deuxième force des socialistes, c'est les élus locaux. Et ces élus locaux, autant les présidents de région, Carole Delga, etc., peuvent se passer du soutien de LFI, en tout cas pour l'instant, autant pour les maires qui vont se présenter en 2026, a priori. Là, le soutien de LFI, ou en tout cas la non-concurrence de LFI, est un vrai moyen de pression. Et LFI a déjà fait monter la pression au moment quasiment déjà des candidats. Donc c'est pas un hasard, hein, c'est pour faire pression justement sur ces grands édiles et pour tenter de neutraliser les tentatives du parti de s'écarter des insoumis. Donc c'est une situation stratégique extrêmement compliquée pour les socialistes parce qu'en fait c'est très piégeux. Soit ils quittent le NFP et ils vont avoir toutes les peines du monde à s'en relever, soit ils ne quittent pas le NFP et Jean-Luc Mélenchon s'arrange pour évidemment que, eh bien, là aussi tous ces dessins le servent. En clair, Jean-Luc Mélenchon se frotte les mains. Oui. Et pas nous, parce que là, franchement, Benjamin Morel, je vous écoute, ça me plombe le moral à la veille de Noël. Oui, non, mais c'est vrai, mais comment... Noël, tout à fait, c'est vrai, je suis coupable. Non, mais comment on s'en sort ? Parce qu'on a le sentiment que cette motion de censure, qui est quand même un outil constitutionnel plutôt rare, voilà, est devenue un moyen stratégique pour faire tomber les gouvernements pour des intérêts individuels, hein, des partis. Hein, la patrie passant derrière les partis, c'est un petit peu dommage. Oui, mais comme j'évoquais tout à l'heure, faut pas non plus juger nos politiques comme étant trop irrationnels, ni même d'ailleurs comme trop égoïstes. Si vous êtes LR aujourd'hui et que vous pensez que l'intérêt général, c'est que LR revienne au pouvoir, là vous vous trouvez dans une situation compliquée parce que soutenir un tel gouvernement sans aucune condition et avec des fleurs, c'est donner le sentiment que finalement le bilan très minime, ce sera le vôtre. Et donc ce faisant, vous ouvrez la porte au Rassemblement national et vous allez être broyé. De même pour les socialistes, on l'a évoqué par rapport aux Mélenchonistes. Si jamais ils devaient voter un budget d'austérité, les Mélenchonistes leur diraient mais vous regardez, en fait, vous êtes la droite, donc la prochaine fois... Benjamin Morel, en Allemagne, ils y arrivent bien quand même. Oui, mais il y a plusieurs éléments en Allemagne qui sont différents et le premier, on l'a évoqué, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire qu'en France, avec le mode de scrutin, soit vous gagnez, soit vous disparaissez. En Allemagne, même si vous baissez un petit peu dans les sondages, vous continuez à exister, vous pouvez rebondir après. Et surtout, vous n'êtes pas tenu à un système d'alliance. Alors que là, il y a vraiment la nécessité stratégique d'être tenu à un système d'alliance. Donc c'est vrai que là-dessus, l'évolution vers la proportionnelle permettrait de débloquer un peu le paysage. Après, et pour vous déprimer encore un peu plus, si on regarde l'hémicycle de 1956, vous avez 25% de communistes avec qui on ne peut pas s'allier pour cause de guerre froide, 8% de pujadistes avec qui on ne peut pas s'allier parce qu'ils sont dans une stratégie qu'on dirait aujourd'hui populiste, et 4% de gaullistes avec qui on ne peut pas s'allier parce qu'ils sont contre le régime. Ça fait 37,5% de votre assemblée qui est gelée. Résultat, on a une vraie instabilité politique qui va mener à la chute du régime. Aujourd'hui, si vous faites le Donc c'est ça qui nous attend, Benjamin Morel, histoire de bien plomber tout le monde avant le réveillon, une chute de régime ? Aujourd'hui, si vous faites le total RN 25% plus insoumis 12,5%, vous obtenez exactement le même chiffre. Donc je ne vous dis pas que ça annonce une chute de régime, mais ça annonce une instabilité qui est une instabilité chronique. Soit vous arrivez à intégrer ces forces politiques, je pense à LFI ou RN, dans des stratégies d'alliance, soit vous arrivez à les faire baisser, mais il n'y a aucune constitution, aucun régime parlementaire qui peut tenir en ne gouvernant que sur 2 tiers de l'Assemblée et des coalitions possibles. Jean-Michel Savador. Là, vous décrivez quand même une situation sans solution. C'est-à-dire que, à vous écouter, et vous avez peut-être raison, hein, mais on va droit vers la catastrophe, droit vers la censure de Bayrou et une crise économique, faute de budget. Une crise de régime, oui. D'un point de vue politique, il y a 2 solutions. C'est un peu celle que j'évoquais. Soit les forces politiques qu'on dit populistes ou hors parti de gouvernement sont intégrées à des stratégies d'alliance plus larges. La FI et le RN, hein, il y a le cordon sanitaire entre guillemets avec l'extrême droite, il a cédé partout en Europe, sauf en France et en Allemagne, c'est pas pour rien.
soit ces forces politiques sont marginalisées ou baissent assez pour pouvoir gouverner sur d'autres segments politiques. Merci. C'est une possibilité aussi. Merci Benjamin Morel sur ces bonnes paroles bien revigorantes. Et bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci de nous avoir en tout cas accordé ces 10 minutes pour cette expertise revigorante, n'est-ce pas? Comme je le disais, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous, Benjamin Morel. Et restez avec nous, messieurs. Jean-Michel Salvatore, Vincent Roy, on continue à débattre de cette actualité politique. On parlera aussi de la réouverture de Notre-Dame quand même. C'est une bonne nouvelle. Et puis, sachez qu'en 2025, autre bonne nouvelle, Europe 1 a 70 ans. Cette petite jeune, Jean-Luc Lemoyne, Anissa Haddadi et Julien Pichonnet se sont plongés dans les archives et les trésors de votre radio préférée pour vous offrir signé Europe 1, des émissions exceptionnelles pendant les fêtes. 70 ans d'Europe 1, mais surtout 70 ans d'histoire de la société française. Demain, spéciale musique avec en invité Sylvie Vartan. À tout de suite.